Voilà, ça va marcher. On y est. On y va pour ce live Instagram de ce coffret du mois de mars qu'on a mis un peu de temps à vous présenter, mais on est très heureux de passer un petit peu ce moment avec vous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. On va passer une petite heure ensemble et je vais essayer de, comme d'habitude chaque mois, de vous présenter un petit peu tout ce qu'il y avait dans ces coffrets de chefs-d'œuvre, de vous détailler un petit peu ces coups de cœur, de vous parler un petit peu évidemment de tout ce qui compose. Donc évidemment il va y avoir beaucoup de descriptions de domaines, je vous raconterai un petit peu l'histoire des femmes et des hommes qui font naître ces trésors. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Bienvenue sur le live de chefs-d'œuvre pour ce mardi soir. Alors, deux petits mots en préambule évidemment de... Salut Adrien, ça ravi de te revoir. Deux petits mots en préambule de cette dégustation et de ce coffret chef-d'œuvre pour vous donner quelques nouvelles pour les membres du club qui participent aux événements, aux soirées, aux cours d'œnologie et tout ça. On est en train de préparer donc les coffrets d'avril et dedans vous aurez les leaflets. Et on est en train aussi de trouver deux masterclass qui seront proposées en plus des masterclass d'Emmanuel Reynaud comme on va faire ce soir chez Chef-d'œuvre. Donc il y a deux dates pour le mois d'avril sur les vins d'Emmanuel Reynaud, mais il y en aura d'autres. Et on va essayer de vous proposer un masterclass certainement Italie et un masterclass Grand Bourgogne. Donc vous aurez, sachez-le, pour ceux qui nous suivent, des propositions pour faire évidemment des belles soirées, un petit peu comme on aime les faire chez Chef-d'œuvre. Et on prévoit également peut-être une soirée membre avec, je pense, 30-40 personnes si évidemment la situation sanitaire nous le permet. Mais ça s'est un peu amélioré, même là ça repart un petit peu, bref. Le printemps est là, il est temps de célébrer un petit peu, de boire des belles choses et surtout de partager un peu ses coups de cœur. Donc on va passer une petite heure. L'idée c'est comme d'habitude que je vous présente un petit peu le coffret un petit peu historique de chef-d'œuvre en route vers les étoiles. Donc 3 bouteilles, 3 instants de consommation, 3 plaisirs différents. Je vais essayer de vous raconter un petit peu pourquoi j'ai fait ces choix et surtout d'étayer un petit peu par rapport à la saisonnalité bien ces orientations. On va parler un petit peu gastronomie, on va parler potentiel de garde pour certains vins et puis bien entendu vous dire un petit peu la trajectoire que prennent évidemment certaines de ces propriétés depuis quelques années. Voilà, alors on va commencer avec en route vers les étoiles, 3 instants de consommation, 3 bouteilles, c'est toujours un petit peu rythmé comme ça, les coffrets de chef-d'œuvre avec on va dire des rapports prix-plaisir d'un côté, des bouteilles de demi-garde et puis des bouteilles de grande garde, des coups de cœur et surtout des rencontres qui nous permettent d'abord de commencer par ce petit tour en Espagne. Donc Alberto Orte, vous connaissez certainement si vous êtes amateur de vin chez chef-d'œuvre et que vous recevez aussi ces coffrets depuis quelques années, puisqu'on avait déjà mis dans un coffret de chef-d'œuvre un de ces grands vins phares. Donc à Valdeorras, Valdeorras c'est la Galice en Espagne, mais là on va faire un petit tour dans l'Arriora. Valdeorras c'est vraiment l'appellation phare, on va dire, de fraîcheur, avec des granites, des quartz, des rouges en vendange entière de style infusé, des choses très très fines. Et donc l'escalada docile, le vin d'Alberto Orte avait été déjà une vraie découverte pour l'époque. Et on avait voulu un petit peu creuser, donc il fait également quelques blancs, il fait un blanc qui s'appelle... Donc la Santigua, là vous avez, mais il en fait également un autre beaucoup plus dans le sud qui est absolument merveilleux, qui s'appelle Atlantida, pardon, et qui est un Virigeria, donc un très vieux cépage des Açores, qui est planté sur des terroirs de craie. C'est très marin, très salin. Il élève ça dans des gros contenants, ça fait des résultats magnifiques. Et donc je voulais vous parler un petit peu des blancs du domaine, puisque ça fait partie évidemment, ça fait un petit peu partie des domaines coup de cœur, parce que je pense que la personne a une vision. Il fait même aussi quelques rares, sachez-le, qui sont des finaux, qui sont magnifiques. Et donc Alberto Orte, c'est certainement un des personnages qui marque un peu son époque, qui sait, on va dire, proposer une version contemporaine un petit peu des vins de son pays, tout en évidemment en gardant un petit peu l'encépagement, les codes, voilà. Donc on va déguster cette bouteille de Rioja Blanc. C'est le premier vin de ce coffret. C'est surtout peut-être l'occasion pour certains de déguster des Rioja Blanc. C'est vrai que la Rioja elle fait bien sûr plus penser au vin rouge quand on l'évoque comme ça. Je rappellerai simplement 3 principes assez simples à connaître quand on s'intéresse un petit peu à la région de la Rioja en Espagne. Il y a 3 vraiment niveaux de secteurs, 3 secteurs qui ont des climatologies complètement différentes. On a la Rioja plutôt orientale, donc côté mer, qui elle n'est pas forcément la Rioja la plus qualitative d'un point de vue renommée des vins. C'est plus les vins du négoce, c'est pas forcément les vins les plus intéressants d'un point de vue, on va dire, équilibre et on va dire noblesse. On n'est pas sur les plus beaux terroirs. Il faut vraiment monter dans la Rioja Alta ou la Rioja Alavesa pour
aller chercher des contrastes thermiques différents, des nuits plus fraîches, des sols de calcaire, donc de l'altitude, vraiment tous les paramètres qui vont d'une certaine manière dessiner un petit peu des équilibres. C'est un peu là qu'on va essayer se plonger ce soir. Avec ici, ben, vous allez voir un vin qui est à maturité, c'est important de le souligner. Un vin à maturité, c'est une robe bien intense, un fruit très beau et surtout on va dire une recherche dans ces vins de sagesse. Les bouteilles, généralement, elles sont commercialisées dans les Rioja blancs assez tôt. Là, ce que j'aime dans la dimension du vin qu'on va déguster, c'est que on a un peu de maturité. C'est pas juste la dimension fermentaire, variétale ou autre qui rentre en avant. Et ça, c'est intéressant. Alors, les cépages de cette bouteille, c'est du Viura. Donc, le Macabeu, on va dire, c'est vraiment le cépage emblématique, évidemment, de cette partie. Il rentre bien dans plein de compositions dans ces différentes régions du nord de l'Espagne, mais il n'est pas tout seul, il y a du Grenache blanc, on trouve aussi du Tempranillo blanc, on trouve d'autres cépages également dans la Rioja, on y ajoute même parfois même des cépages un petit peu plus français, hein. On y trouve quelques plants de Sauvignon, des Chardonnays et autres, mais ce qui est important, c'est qu'on garde bien sûr dans cette région une forme d'identité très catalane, avec bien sûr le Macabeu qui est en tête sur cette bouteille. Alors le style du vin, vous allez voir, vous allez pouvoir en parler, c'est une inspiration de fermentation et d'élevage un petit peu bourguignon, avec une petite pâte, une petite note de coquille, de fruits secs, on va en parler un petit peu. C'est un Rioja qui a une vraie connotation, on va dire, très fruits à coque, châtaigne, petit popcorn grillé, oléagineux. C'est un univers qui tire un peu sur l'infusion et le fruit blanc. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce Rioja, vous pourrez retourner la bouteille, c'est d'abord l'équilibre alcool. Ça fait 12 d'alcool, donc c'est des blancs en fait qu'on n'imagine pas comme ça quand on est évidemment penché simplement sur l'étiquette ou sur ce qu'on pense de la région. Donc ce qui est important, c'est d'avoir évidemment cet équilibre-là. Et puis surtout, en fait, vous allez voir, c'est pas mal. Ce qui est beau, c'est la fraîcheur et surtout la buvabilité maximale de ce vin. Alors vous allez voir, c'est assez tonique. C'est bien salivant. Il y a un petit peu de gras comme il faut. Ça a cette petite réduction quasi bourguignonne et cet univers un petit peu sur l'oléagineux, le fruit sec. Un fruit un tout petit peu exotique et tropical qui vient derrière. Moi, j'aime bien cette dimension-là, légèrement qui rappelle dans ses fragrances le côté tonique de certains mansins, mais on n'a pas forcément évidemment des repères. Le Macabeu, on en goûte un petit peu dans le Roussillon chez nous, on en goûte ici et là, mais c'est un cépage qui, selon le degré de maturité où on l'amène, va vous apporter plus ou moins d'exotisme, plus ou moins de sensations sur la promesse aromatique. Donc il faut évidemment creuser dans les différentes expressions de ce cépage. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est cette petite patine du bois, c'est la fine réduction, le caractère un tout petit peu oléagineux, fruits secs, qui rappelle un petit peu des connotations qu'on aime dans d'autres régions, hein, sur ces qualités d'élevage, mais c'est aussi après une dimension un peu exotique et bien salivante qui fait évidemment qui donne beaucoup de plaisir pour cette bouteille. Donc voilà, Rioja Blanc, Alberto Orte, magnifique introduction, on va dire, parce que l'autre cuvée est superbe dans le domaine, hein, la cuvée qui s'appelle Atlantida est à mon sens encore supérieure dans la dimension minérale. Faudra que vous creusiez un petit peu, puis c'est surtout un cépage autochtone du sud, donc il faut vraiment aussi vous plonger un petit peu dans la dimension variétale des cépages espagnols. C'est très intéressant d'aller chercher bien sûr de nouvelles choses quand on est amateur, que ceux que bien sûr on connaît en termes de cépages de type internationaux ou des cépages qu'on a chez nous en France, bien entendu. Alors voilà pour ce premier vin, vous avez compris que c'était une mise en bouche. Moi, ce que je vous conseille évidemment en termes d'un point de vue gastronomique sur ce genre de vin, bon là on va ressortir les tables de jardin, on va remettre un petit peu des fleurs dans les... voilà, il va falloir penser aux apéros. Et moi, je vous invite à aller chercher un petit peu soit de la noisette du Piémont que vous avez un petit peu fait rôtir et concasser pour faire un condiment sur un joli fromage frais. Et avec ça, là, vous ferez beaucoup de plaisir. Allez chercher de la châtaigne, allez chercher tout cet univers de l'oléagineux qui marche bien en fait en rémanence aromatique. Vous pouvez travailler du pignon de pain, ça peut être des petites tartines avec du grillé, des choses comme ça fera un petit peu écho à tout ça. Puis sinon, il faut simplement aussi aller chercher parfois des préparations un peu catalanes. Moi, j'aime bien faire des soupions, des encornets, des choses comme ça, quand on fait sauter un petit peu comme ça a ces sensations-là avec un grand blanc de ces régions, ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'aime bien aller chercher aussi quand il y a un peu de beurre noisette,
surtout quand on a un petit peu d'élevage comme ça, parce que le beurre noisette, évidemment, va apporter un peu de confort, tout ce qui aura un petit peu de friture, on peut tenter peut-être, je sais pas, des cuisses de grenouille, des choses comme ça peut être intéressant, si vous voulez évidemment sortir un petit peu du paysage coloré français des grands vins, et surtout aller vous régaler ailleurs. Voilà, c'était la première promesse, rapport prix-plaisir assez fou, parce que c'est les 2016, et vous verrez sur le site de Chef d'Œuvre, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent des vins comme ça, un petit peu assagis et mûrs, donc ça c'est intéressant. Deuxième plaisir, un domaine que j'adore, et alors là pour le coup on va se pencher un peu plus longtemps dessus. Ce qui compte c'est bien sûr d'être en phase avec l'Italie, magnifique, et par proposition de Toscane, Laura di Calobiano de la Tenuta di Valgiano fait des grands vins depuis belle lurette, elle l'a largement déprouvé, et c'est surtout une magnifique personne, c'est surtout un domaine qui inspire beaucoup de respect, tant par la vision, on va dire, générale de la propriété, où on ne fait pas que du vin, on fait de tout, on fait des céréales, on fait du miel, on fait, voilà, on cultive en fait une forme de pluriculture magnifique, on fait bien sûr des oliviers, elle fait une huile d'olive, elle est tombée par terre. Et dans cet endroit qui est donc tout près de la ville de Lucques, eh bien, la Tenuta di Valgiano fait vraiment partie du paysage certainement les plus intéressants pardon, de cette partie de la Toscane, et dans laquelle je voulais absolument verser parce que j'ai eu la chance de déguster cette bouteille donc, de Palistorti qui n'est pas le grand vin du domaine. Il y a une grande cuvée qui s'appelle Tenuta Valgiano, hein, que certains dans leur coffret Terroir de légende vont découvrir ce millésime 2016, immense, vraiment immense. Mais ce deuxième vin, on l'avait déjà fait déguster dans un coffret il y a à peu près 4 ans. Et à l'époque, c'était les millésimes 2013 ou 2012. Non, 2013, oui, 2013. Et c'était un vin qui s'était poudré. L'autre fois, j'avais retrouvé une bouteille de 2013 qui était absolument magnifique parce qu'elle avait gardé les codes. Vous allez voir, on va en parler un petit peu, mais les codes très fins, infusés du Sangiovese qui tire tranquillement sur l'origan, sur la tomate séchée, sur la framboise sauvage de l'eau de vie, sur ces connotations méditerranéennes, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de tactile, beaucoup de fraîcheur. En fait, c'est des grands rouges du sud, mais qui ne saturent pas les papilles. Moi, je trouve ça merveilleux. Et donc là, on renoue avec un millésime plus jeune, avec ce 2017, qui est bien sûr celui de votre coffret. Année très chaude en Toscane, année qui a peut-être un petit peu écrasé les matières, sur lesquelles je me retrouve pas forcément sur les cépages de type internationaux, même si voilà, il y a des grands faiseurs qui, sur la côte maritime de Toscane, ont fait des belles choses. Mais sur le Sangiovese, on a quand même réussi à préserver, je trouve, une certaine classe dans les vins. Et j'aime ce millésime pour, évidemment, la gourmandise qu'il a apporté également. Des fois, ce cépage qui peut avoir plus ou moins de tanins selon, évidemment, l'année et surtout la manière dont on l'approche. Alors là, vous allez voir que c'est un assemblage. Donc, pour la petite anecdote, hein, c'est un Sangiovese 70%. Il y a un petit peu de merlot et de syrah, puisque au domaine, on a toujours eu cette culture de mettre un tout petit peu de cépage français dans les assemblages. Mais ce qu'on note, évidemment, dans ce millésime 2017, c'est qu'il n'est pas du tout imprimé par ni le merlot ni la syrah, c'est vraiment des cépages d'appoint. Ce qui donne vraiment la note de fond, c'est les Sangiovese de haute maturité, mais surtout livrés, vous allez voir, avec une précision remarquable. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans les vins de Laura di Calobiano, c'est, vous allez voir, c'est le combiné entre la grâce tactile, le gras sec qui s'installe comme ça, qui tapisse un petit peu les papilles, et puis après le caractère saillant, bien salivant, bien sapide, avec des tanins relativement diplomates, malgré évidemment le fait qu'on garde les nerfs et la dimension un petit peu punchy italienne, bien sûr, qui est essentielle. Et dans cette proposition de Palistorti 2017, vous allez retrouver un petit peu ça. Vous allez certainement vous régaler. Alors moi, je vous invite à le carafer un petit peu parce que ça lui donnera des ailes, hein, cette bouteille. Il faut évidemment la mettre en condition si vous voulez aller la chercher dans toute son expression. Mais là, on la prend comme ça un petit peu, on va dire à l'improviste. Vous regarderez aussi les équilibres alcool sur ces vins de la Valgiano. On est loin des 14,5-15 degrés qu'on peut trouver, qui s'affichent beaucoup sur les 2017 partout en Italie, parce que le millésime était vraiment solaire. Mais par contre, là, on a une intelligence. Je pense qu'on a déjà un microcosme. Le bio, la biodynamie, le domaine, ça doit certainement ralentir un petit peu les cycles végétatifs, mais ça doit recréer de la fraîcheur aussi. Puis après, il y a cette intelligence de la vendange, hein, où on va pas chercher de surmaturité, on va pas surtout pas extraire de rôti ou de saturant dans évidemment cette promesse sensorielle des grands vins de Toscane. Les grands vins de Toscane, pour moi, ça doit être mûr et classe. Voilà, si je devais évidemment résumer. Alors la promesse dans le verre, ce qui vous l'aère un petit peu, vous allez voir, vous allez plonger dans une dimension myrte, mûre sauvage, le petit fruit acidulé de framboise à l'eau de vie qui va un petit peu comme ça caresser un petit peu le fond du verre, et puis qui va vous plonger après dans un univers où on va tirer un petit peu sur le bâton de réglisse infusé, on va tirer tranquillement sur la dimension un petit peu garrigue, fruit du maquis,
qu'on peut trouver également dans certains paysages aromatiques corses. Hein, encore hier à Paris, on dégustait à l'aveugle un magnifique patrimonio de Muriel Gulicelli, et il y avait ce fond aromatique un petit peu dans le verre qui me rappelle aussi un petit peu de ces connotations qu'on a ici dans le vin. Et on sent que ça a de l'intensité, mais que ça a de la classe. On sent le caractère acidulé un peu saillant du cépage, et ça j'adore. Alors, ce qui est intéressant bien sûr dans les Sangiovese, c'est leur capacité à attirer la salive aussi, parce que les Italiens me disent toujours, hein, que ce soit pour le Nebbiolo ou les Sangiovese, les Italiens disent que nous en France, on fait des vins pour boire, eux font des vins pour manger. Clairement, quand on a ce caractère un petit peu, voilà, qui va tirer comme ça la salive, mais il va venir comme ça jouer un petit peu avec les papilles, il va vous retenir, mais surtout après il va surtout pas, il va tirer vous tirer de la salive comme ça pour que vous puissiez un petit peu l'enrober. Moi j'aime ce caractère un petit peu ferme et joueur, on va dire, des tanins qui à table font des merveilles en association mets et vins. Il faut vraiment avoir un peu en tête la combinaison de ces genres de sensations, avec aussi une promesse gustative apportée par une viande un petit peu grasse et persillée, ou par le gras sec naturel d'une viande un peu fondante. Moi je pense, quand je vois ça, je vois un bel ossobuco avec le caractère un peu tomaté et les petites écorces d'orange. Je vois plein de choses en fait aromatiquement qui peuvent se greffer à ça. Mais sinon en fait il faut aller chercher bien sûr un petit peu de confort. Alors on va en parler un petit peu après les accords mets et vins, mais voilà, pour décrire un petit peu les Sangiovese et les amener à table, c'est mon conseil. Allez chercher comme ça évidemment de la complémentarité sensorielle sur bien sûr ce que le vin propose initialement, à savoir voilà cette attaque de bouche gorgée de soleil, cette sensation bien salivante et ces petits tanins joueurs à la fin qui viennent vous dire attendez, c'est l'heure de passer à table, non? Voilà, c'est un petit peu ça la promesse de cette bouteille. Donc si vous allez chercher évidemment cette bouteille un dimanche comme ça, et que vous allez l'ouvrir tranquillement, vous la carafez bien une demi-heure, une bonne demi-heure avant, vous la servez pas trop froide, hein, sinon ça va raidir les tanins, donc ça il faut éviter. 16-17 degrés, c'est parfait. Vous lui offrez un beau verre, et surtout après, là vous amenez la cocotte que vous avez fait la veille, que vous avez par exemple une belle viande que vous avez en cocotte fait cuire longtemps au four à basse température pour avoir évidemment ce confit et puis cette sauce qui va réduire tout doucement. Alors ça peut être une sauce un petit peu brune, un petit peu tomatée, ça peut être un relief méditerranéen, vous pouvez jouer avec l'origan. Il faut aller chercher aussi évidemment des connotations qui vont vous amener vers l'Italie. Et puis comme évidemment le printemps s'invite aujourd'hui dans nos assiettes et dans nos verres, il faut bien sûr penser à des préparations qui nous amènent tranquillement vers le soleil. Donc voilà pour le petit message. Alors si bien sûr vous avez envie de travailler les légumes, bien sûr les légumes qui marchent bien avec les vins rouges, vous savez, on vous l'a dit plein de fois, mais la betterave fonctionnera très très bien. Vous pouvez faire une petite espumade de betterave fumée par exemple, que vous posez sur quelque chose, ça peut être agréable, ça peut être un condiment, ça peut être... voilà, il y a plein de manières de travailler un petit peu certains végétaux comme ça, même sur des vins rouges. Mais si bien sûr vous êtes aussi un peu plus amateur de poissons, alors là je vous conseille plutôt de travailler les rougets, parce que les rougets ça marche plutôt bien, les poissons de Méditerranée avec les rouges de ce style, ça peut fonctionner. Il faut un jus un peu corsé, il faut pourquoi pas travailler les foies et autres, pour faire évidemment une petite sauce avec un peu réduite, ça peut être une petite sauce avec un peu de vin rouge, ça fonctionnera évidemment bien aussi avec ce genre de vin. Alors, évidemment, c'est le début de l'histoire pour cette cuvée de Palistorti. Elle a aujourd'hui, d'une certaine manière, toute son intensité sensorielle. Elle porte encore ses messages, encore du Sangiovese qui est encore un petit peu en devenir comme ça. Mais sachez que ça vieillit très très bien. Et c'est aussi une bouteille relativement abordable dans la gamme du domaine, même si Palistorti est vraiment à des étages supérieurs, clairement au-dessus, en termes d'intensité. Moi, je vous invite vraiment à aller... avoir cette bouteille comme une bouteille de demi-garde. C'est un peu la promesse de cette catégorie dîner en ville dans notre coffret de chef-d'œuvre, puisque plus vous attendrez un petit peu ces bouteilles-là, plus elles vont se magnifier, se poudrer tranquillement, les tanins encore un petit peu joueurs vont comme ça se fondre dans la matière, il y aura beaucoup plus d'élégance et d'accomplissement. Voilà, je me rappelle, j'avais offert une bouteille de 2013 à Julie Andrieux, qu'il avait, vous savez, la fameuse cuisinière que vous avez peut-être tous vu à la télé, et qui fait voyager un petit peu à travers ses voyages. Eh bien, elle avait adoré cette bouteille de Palistorti 2013 pour son incroyable élégance. Et je pense que c'est un petit peu le mot qui arrive au fur et à mesure qu'on attend cette bouteille de la Tenuta di Vajano. En tout cas, c'est la promesse que je vous fais si vous gardez quelques bouteilles en cave pendant quelques années. Voilà. Italia, moi j'adore. Alors, évidemment, si vous voulez aussi vous plonger dans la capacité qu'a la grande cuvée du domaine à vieillir, je vous invite à aller à la rencontre, bien sûr,
de certains vieux millésimes de Valgiano, le grand vin, là qui sincèrement boxe dans une catégorie totalement supérieure. Là vous pouvez amener des très très grands vins de Bordeaux en face, il y a des trucs complètement fous, hein. Des millésimes, moi j'en servais beaucoup au Royal Monceau, on avait beaucoup de millésimes de la Tenuta de Valgiano et la grande cuvée, et ça à 10-15 ans c'est vraiment de la folie. Troisième et dernier plaisir de notre coffret, évidemment, on va vous parler un petit peu de Bandol. Alors Bandol, on a une passion Bandol chez Chef-d'œuvre en ce moment qui est assez démesurée presque, mais on adore, donc on assume. Je pense que c'est vraiment la grande appellation sur laquelle on peut miser. Avec Châteauneuf, c'est la grande appellation sur laquelle on doit miser sur des vins de garde, et des vins de garde de grand pédigré avec un prix relativement abordable. De plus en plus, hein, avec l'envolée des prix partout dans les régions comme la Bourgogne, le Bordelais et autres, pour certaines appellations, j'entends, hein, pas toutes, mais quand on cherche vraiment des vins qui peuvent avoir une griffe, un pédigré très très haut de gamme et surtout une trajectoire magnifique sur presque 25 ans dans les bouteilles, je pense que Bandol aujourd'hui a une place prépondérante. Et je dirais même que c'est l'appellation qui est en rouge. Quand on veut vraiment avoir des vins de grande garde, abordables, avec un très très fort pédigré, c'est l'appellation qui a les plus grandes cartes à jouer. Et dans le paysage méditerranéen, bien entendu. Et Châteauneuf, bien sûr, oui, mais Châteauneuf, c'est quand même dans beaucoup de cas beaucoup plus haut de gamme en termes de positionnement tarifaire. Et je pense que Bandol a vraiment beaucoup de magie, hein. J'ai encore fait une verticale il n'y a pas très longtemps de terre brune, on a fait une verticale également de différents... on avait acheté des vieux Sainte-Anne, on en parlera un petit peu tout à l'heure là. Franchement, quand on voit les vins comme ils vieillissent, c'est absolument merveilleux. Et donc il faut que vous vous penchiez sur cette appellation, surtout si vous avez envie de construire une cave tranquillement. Je me rappelle quand on avait lancé Chef-d'œuvre il y a quelques années, on avait fait une verticale de quelques millésimes également de Tempier. J'avais servi des très vieux millésimes des années 80, qu'on avait servi à l'aveugle avec des Châteaux Latour, des grands Pauillac et tout. Enfin, c'était quand même assez dingue d'oser faire des choses comme ça. Et donc on était très heureux de pouvoir démontrer le potentiel évidemment de cette appellation au travers de ces voilà. Et puis évidemment on avait également servi quelques vins d'Éric de Saint-Victor qui nous avait aussi préparé des 98 et des 2000 qui étaient à tomber par terre. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Prado? D'abord pour deux raisons. Je pense que c'est une propriété qui revient très fort en conservant son style, tout en ayant amélioré considérablement, je pense, sur les derniers millésimes, l'équilibre naturel des vins. C'est une propriété qui a longtemps fait des vins sans concession, sans modernité, il l'assume parfaitement. Le style un petit peu historique de Prado, c'est ces grands élevages en foudre, totalement assumés, peut-être des fois manquant, et pour certains, pour en avoir dégusté de certains millésimes, manquant un peu de grâce, manquant un petit peu peut-être d'enrobage autour des tanins, et avec des vins des fois qui séchaient un peu, ou pour lesquels en fait on était un petit peu sur sa fin, il faut l'avouer, sur certains millésimes, mais d'autres complètement fous. Alors moi je me méfie évidemment de toutes ces bouteilles que j'ai aussi des fois un peu commentées, des fois un peu qui m'ont laissé un peu songeur, parce que des fois il m'arrivait de les retrouver plus tard avec un équilibre différent. Donc il y a aussi des phases, et quand on aborde Bandol, il faut quand même être conscient que voilà, c'est des vins avec des grands tempéraments. Le Mourvèdre, c'est pas un cépage de gentillesse et de spontanéité. Il faut aller chercher bien sûr les grands vins de Bandol à maturité, et il faut surtout les voir vivre un petit peu voilà, il y a des millésimes qui sont des temps en temps merveilleux, d'autres qui sont un peu plus sur la réserve. Bon, on verra ça un petit peu. Alors au domaine, on a dégusté plusieurs millésimes. Mathieu est descendu au domaine juste avant les vacances, juste avant les fêtes de Noël. Et puis moi, pour ma part, j'avais dégusté les vins à un salon intéressant de la RVF où il y avait le domaine, et la famille Étienne Portali qui était là, qui nous présentait un petit peu ses dernières œuvres. 2016, magnifique, dans un profil un petit peu italien. Je vous invite si vous aimez Barolo, etc., vous ne serez pas complètement perdu en dégustant le 2016 de Prado. Je le trouve magnifique, mais dans une signature presque plus transalpine. On est presque passé de l'autre côté, dans l'esprit en tout cas, hein, la dimension pot pourri, rose ancienne, épices, réglissé, avec l'acidité, les tanins qui jouent avec, mais c'est magnifique. Et puis là on va parler de 2017, une année un peu plus chaude, de bonne constitution. Moi je pense que ça fera un grand millésime de garde, Prado 2017, et ça fera surtout, on va dire d'une certaine manière, un retour peut-être à des équilibres différents, parce que 2016 c'était une année plus fraîche, hein, on s'en rappelle un petit peu dans le sud, voilà, avec on s'en rappelle.
certains les ont quasiment oubliés, mais moi, les 2016, je pense que c'est une grosse année qu'il faut, comme ça, par son équilibre maturité-acidité, voir venir. On verra évidemment si ces promesses sont tenues avec les âges. En tout cas, sur Châteauneuf, c'était merveilleux, on le sait, en Vallée du Rhône. Côte-Rôtie également. Mais sur le 2017, on renoue avec quelque chose de petit peu plus solaire. Alors allons-y, on va parler de ce Prado 2017 pour mettre des mots sur l'essence. Là, vous allez rentrer dans la dimension que moi je trouve ténébreuse, intense, la mûre sauvage, la feuille de menthe, le caractère épicé, réglissé, la dimension un peu ligneuse, presque végétale noble du beau bois, on a ce caractère un peu ronce qui est là, avec la feuille de menthe chocolatée très fine qui est derrière. C'est une écrasée de fruits sombres, mais qui présente une forme de classe naturelle également au bouquet. Et puis ce que j'aime beaucoup dans cette proposition de Prado aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas cette dimension peut-être un peu du vieux bois usé ou des choses comme ça. Je trouve qu'on a beaucoup anobli la proposition dans les millésimes récents de la propriété, et à mon sens, cette propriété mérite que vous mettiez le projecteur dessus, parce que il est clair que ça fait partie de ces domaines sur lesquels on va pouvoir compter. Merci pour le petit commentaire. J'espère que vous passez un bon moment, et que surtout, ceux qui ont ces bouteilles à la maison, vous passez aussi une bonne dégustation. En tout cas, si vous les retrouvez en live différé, sachez qu'on mettra avec la date, c'est pour ça qu'on va, cette nouvelle vidéo dans les posts de chef-d'œuvre. Alors, on va parler un petit peu de la bouche. Je bois pas trop, il faut que je garde un peu d'énergie pour le masterclass Rayas juste après. Mais globalement, c'est un vin qui est extrêmement séveux, très puissant, très intense, grosse concentration, bon, le Mourvèdre, dans cette dimension capricieuse, épicée, musclée, sans saturation trop de richesse ni de sucrosité. Moi, j'aime cette idée que, évidemment, on puisse être mûr, solaire et frais à la fois, tout en ayant bien sûr en tête que là, on a affaire à un beau garçon qui a du tempérament, du caractère, et qui va falloir quand même un tout petit peu attendre. On a affaire dans cette promesse dans cette catégorie des coffrets de chef-d'œuvre à une catégorie de vin pour laquelle évidemment il faut se projeter un petit peu. On ne boit pas un Prado comme ça le vendredi soir sur le capot de la bagnole en mode on prend l'apéro quoi. Non, ça se prépare un peu, ça se carafe, ça s'aère, ça se donne évidemment un spectacle sur des viandes de goût. Il faut évidemment penser que cette bouteille, et particulièrement ce millésime, je pense, est taillé pour la garde. Il faut aujourd'hui boire des vins qui ont une dizaine d'années au domaine pour commencer à tomber un petit peu dans la complexité attendue. Ça sera la même chose, c'est la même chose sur tous les cépages qui ont des grosses, des gros tempéraments polyphénoliques avec des gros tanins. Le Cabernet Sauvignon, c'est jamais drôle sur les 5 premières années, on le sait. Donc, si on prend d'autres cépages d'ailleurs, le Nebbiolo, c'est pareil. Donc là, on va avoir, je pense, une bouteille de garde sur... il faudra attendre quand même 5-7 ans avant qu'on soit comme ça dans le début de l'émerveillement des grands bandoles à maturité, où les barrières de tanin se fondent un petit peu, où finalement le plaisir revient un petit peu plus, on va dire d'un point de vue tactile, plus rapidement. Mais bien sûr, pas de grand vin sans patience, pas de grand vin sans grand verre, et surtout pas de grand vin sans grand plat. Ça serait évidemment dommage. Alors, voilà, je termine cette petite présentation de Prado et de ce coup de cœur. Mais moi, quand je sens ça, moi je trouve que le nez est magnifique. Enfin, ce caractère sauvage du fruit, sombre, un peu avec la feuille de menthe qui est derrière là. Cette dimension un petit peu chocolatée, réglissée, ça sent bon. Voilà. Alors la bouche, évidemment, c'est un beau bébé. Mais je peux vous assurer que parti comme c'est parti, aromatiquement en tout cas, ça va sentir très bon plus tard. Et que la Mourvèdre, quand elle va s'assagir un petit peu et qu'elle va libérer un petit peu ses parfums là, ça va être quelque chose de grandiose. Grande bouteille. Alors, 3 instants de consommation, 3 plaisirs. Petit conseil quand vous dégustez également les vins. La première gorgée compte toujours pour du beurre, comme on dit. Donc, voilà pour ces 3 vins. Alberto Orte, Palistorti en Toscane, un petit tour à Bandol. Pour le mois d'avril, évidemment, on va rééclaircir un petit peu les messages. On va sortir un petit peu de cette période cocooning, encore un peu fraîche. Voilà, et on va bien sûr mettre un petit peu de soleil dans les verres. Et surtout de parfum. Vous verrez, je vous propose un programme qui sera vraiment chouette. Mais je voulais simplement mettre des mots sur l'essence et vous dire un petit peu pourquoi on a fait ces choix.
une bouteille de spontanéité à maturité, une bouteille de Toscane qui va certainement égayer un de vos dimanches et une bouteille de garde à mettre bien entendu au fond de la cave. Alors pour terminer avec les coffrets, pour les coffrets donc en route vers les étoiles, c'est terminé. Maintenant on va passer au coffret découverte. Alors il y a un des deux vins que j'avais déjà présenté dans le live le mois dernier, donc je vous invite bien sûr à le regarder, c'est juste quelques, qui est donc le Cru Mon Plaisir en Bordeaux supérieur. Je vais faire un petit stop sur l'appellation Pouilly-Fussé et vous parler bien sûr des premiers crus de Pouilly-Fussé qui ont été classés récemment. Ça c'est vraiment important à suivre si vous êtes amateur de Grand Bourgogne Blanc. En tout cas, merci Fabien qui me dit éloquence intacte du sommelier. Bon, je suis un peu fatigué, hein. Hier j'ai passé une très longue journée avec les compétitions de sommellerie là, mais globalement ça va, je reviens tranquillement. Alors le domaine Barrault est une des propriétés que j'ai vraiment adoré, donc j'avais déjà adoré quand je travaillais au Royal Monceau, mais je pense que c'est partie des domaines qui sont un peu incontournables dans le Mâconnais et qui font partie évidemment de la garde haute et fière de cette région. Il est intéressant de noter que maintenant, donc depuis le novembre 2020, il y a eu ce grand projet de classification des premiers crus de Pouilly-Fussé. Ça a pris 10 ans, ça a été un travail de longue haleine, il a fallu déguster énormément, faire des verticales, avoir bien sûr toute cette vision absolument fascinante de la géologie, évidemment de la cartographie, et puis surtout de l'aptitude par les styles qu'ont les vins à vieillir, à s'améliorer dans le temps. Donc il faut comprendre un petit peu l'effort collectif que ça a représenté, cette classification. Elle avait été d'une certaine manière un peu illégitimement oubliée pendant les années 30, quand on a fait les fondations de nos appellations d'origine. La Bourgogne s'est très bien emparée de ce système pyramidal avec les villages, les premiers crus, les grands crus, mais le Mâconnais n'avait pas forcément besoin, ou peut-être n'avait pas forcément envie à l'époque, question de taxes peut-être ou autre, d'enchaîner dans cette classification qui est quasiment évidemment déployée partout ailleurs. Et d'ailleurs j'en discutais encore tout à l'heure avec un vigneron de Savenière, leur rêve c'est d'arriver aussi à cette classification, peut-être un moment de premier cru voire de grand cru sur Savenière. Donc voilà, ce modèle bourguignon avec cette pyramide de terroir, elle est clairement maintenant entrée dans les mœurs. Alors il y a 22 parcelles qui ont été classées en premier cru sur Pouilly-Fussé. Elles sont bien sûr réparties sur les différents villages, donc Chintré au sud, vous avez bien sûr Fussé qui est un cœur géologique très fort, c'est là que vous retrouverez les Perrières, les Ménétrières, le Clos du château de Fussé, il y a beaucoup de de parcelles un peu historiques. Ensuite vous avez Vergisson et Pouilly et Solutré qui sont les deux dernières communes en remontant, dans lesquelles évidemment là il y a un petit peu plus d'hétérogénéité dans les propositions, mais dans lesquelles aussi il y a des très bons faiseurs. Alors j'ai eu la chance avec quelques amis meilleurs et transsommeliers de faire une dégustation il y a à peu près un mois dans le Mâconnais, où on a dégusté côte à côte les 22 premiers crus de Pouilly-Fussé sur millésime 2020, ça c'était quand même assez dingue, sachant bien sûr qu'il faut imprimer derrière la dimension géologique et la puissance, le style du domaine, et dire ce qui nous fait vibrer ou pas. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié beaucoup dans le domaine Barrault, et surtout dans cette proposition ici des Marais Chaudes, c'est bon, déjà la classe naturelle proposée par les vins. J'avine un petit peu mon verre. Hein. La classe naturelle proposée par les vins. Dans le Mâconnais, moi, je pense qu'on peut faire la synthèse des différents styles qu'on peut trouver assez rapidement. Des gens qui vendangent un peu mûr exotique, un peu le style, hein, vous savez, le Bourgogne un petit peu huileux, un peu doré, dont j'aime pas trop les fragrances parce que je trouve que le Chardonnay ça mérite un petit peu mieux, plus d'équilibre que la dimension variétale exotique. Donc ça c'est une des photographies qu'on a eu un moment bien sûr et qui persiste chez certains domaines du Mâconnais, qui mine de rien sur les années millésimes a quand même été assez d'un point de vue ensoleillement a été marqué par ces derniers millésimes. Mais moi, après, donc il y a ceux qui vont faire un peu plus de rendement, mais qui vont détendre un peu les matières, mais où il n'y a pas vraiment de concentration, et où c'est un petit peu clair, où on fait que de l'élevage cuve, où des fois on fait un petit peu de bois, mais pas trop. Et je trouve qu'au milieu de ça, c'est un genre de no man's land. Mais ceux qui me font vraiment vibrer, moi, c'est ceux qui ont, évidemment, l'intelligence de la vendange, la qualité on va dire, de l'élevage qui va accompagner, mais jamais trop prendre dessus, et dans lequel évidemment les plaisirs se dessinent les uns derrière les autres, tout en respectant évidemment l'identité minérale des vins, et ça c'est bien sûr le plus intéressant. Alors 2020 est une année précoce, chaude, mais intéressante pour les blancs, clairement. Hein. Je pense que c'est un millésime qui, dans le niveau national des blancs, le niveau général des blancs en Bourgogne est assez haut. Je préférais 19 dans la concentration et l'extrait sec, mais je pense que 2020 vient évidemment
boxé dans une catégorie très honorable. Et puis, c'est un millésime qui va précéder un millésime comme 2021, beaucoup plus tardif, très très peu productif, très peu de volume. Hein, donc, ça fait partie, on va dire, des vins qu'il faut acheter maintenant pour boire peut-être dans 2 ans, parce que ça fait partie, voilà, on va avoir un petit trou d'air en termes de production, ça c'est clair, c'est annoncé, il faut le noter. En Bourgogne, avec cette vendange 2021 qui a quand même sacrifié 70% du vignoble en France. Un petit dernier mot donc sur ce premier cru, la Marée Chaude, Clos de la Verchère, donc qui fait la fierté de la propriété. C'est un premier cru, je trouve, allez, on va dire de demi-corps. C'est pas les plus intenses et les plus structurés, les plus minéraux, les plus puissants que vous trouverez ou les plus longs que vous trouverez sur l'appellation. Mais moi, je trouve que ça a de la classe et ça a surtout de la persistance et évidemment une magnifique signature minérale. C'est pour ça un petit peu qu'on l'a choisi. Puis c'est aussi, on va dire, une forme de possibilité de pouvoir bien sûr mettre ces vins dans vos coffrets, puisque évidemment les bouteilles sont relativement comptées, particulièrement dans ces derniers millésimes. Donc il faut regarder ça comme étant évidemment une opportunité de vous emmener encore sur ces terroirs de Vergisson vers des nouveaux plaisirs et surtout des nouvelles signatures avec cette hiérarchie tranquillement installée depuis novembre 2020. Alors, au nez de ce... Vous avez la robe est belle, hein, c'est magnifique, la lumière est magnifique là. Au nez de cette bouteille de Marée Chaude, vous allez tomber sur un chardonnay qui combine un petit peu, on va dire, la dimension de fine réduction, très très légère, qui va vous apporter un léger voile de léagineux, de fruits à coque très fin. Puis derrière, le message va s'éclaircir, vous allez plonger sur un fruit assez mûr. On a la poire, mais la pêche avec le côté noyau de pêche qui rappelle un petit peu on va dire cette dimension voilà, du mois de juin, des premiers fruits à noyaux qui sont vraiment intéressants, qu'on peut aller chercher comme ça au marché. Moi j'ai le côté pêche de vigne qui vient tranquillement chatouiller et puis qui accompagne un peu de poire, genre une jolie poire William. Et puis, si vous notez un petit peu, donc il y a ce petit voile très léger de léagineux de fruits à coque, cette poire bien mûre, cette noyau de pêche un petit peu présent. Mais derrière, ça n'empêche pas évidemment à l'étincelle géologique, minérale, crayeuse, un petit peu de s'exprimer. On sent en fait qu'il va y avoir du relief minéral en bouche dès la phase olfactive de vin. Et puis ce que j'aime aussi, et c'est peut-être ça serait ce que j'ai aimé, c'est les élevages qui sont pas du tout marqués. Vous n'aurez pas de dimension toastée, boisée, de vanillé ou de tout ce qui évidemment peut participer dans dans l'accompagnement aromatique évidemment des chardonnays bourguignons. Donc là, je pense que pour ceux qui aiment évidemment les grands vins du Mâconnais, mais avec une dimension minérale nette, des cépages bien mûrs et puis surtout pas trop d'empreintes de bois, vous devriez aimer. Et puis après, vous allez voir là où c'est vraiment chouette. Alors c'est une bouteille qui s'ouvre, hein, alors c'est 2020, premier cru pouilly fusté, ça prendra du temps quand même. Faut quand même que les bouteilles aient 3-4 ans pour que ce soit vraiment au potentiel. Mais là, je voulais vous faire goûter ça et surtout partager avec vous ce coup de cœur, parce que d'un point de vue stylistique, pour moi, ça va faire une grande bouteille. Un vin qui a un vrai coffre, un peu de gras sec. Ce qui est magnifique, c'est la combinaison de la salivation, du côté talc, calcaire qui se pose sur la langue. Et surtout, après, je te réponds tout de suite pour la question sur les meilleures cuvées de Pouilly, combien ça vieillit. Voilà, je répondrai juste après. Je termine avec la dégustation de ce vin. On sent quand même que, en rétro, on sent qu'on repasse par cette dimension un petit peu chaude. On voit que c'est un millésime qui a quand même été relativement quand même solaire au total de sa proposition, mais quelle tonus quand même, il y a un très très bon équilibre. Globalement, on va se taper la bouteille, quoi, on le sent. Donc ça, c'est vraiment intéressant de... Là, quand ça s'ouvre un peu, moi je tombe sur des petites notes de plantes aromatiques, légèrement mentholées, légèrement chlorophylliens également. Donc ça a une dimension en fait c'est un millefeuille. Au fur et à mesure qu'il y a une petite couche qui s'en va, il y en a une autre qui arrive. Et c'est ça un petit peu la richesse, je trouve, des grandes cuvées du Mâconnais et des Pouilly Fussé qui vont ici rejoindre les premiers crus. Ça fait partie de cette proposition assez complexe, mine de rien, malgré l'évidente jeunesse de cette bouteille. C'est quelque chose d'assez intriguant. Ça se travaille, mettez ça dans un grand verre à Bourgogne, mettez-le en carafe avant de boire, et vous apprécierez. Très bon, vraiment magnifique.
Et voilà, donc ce premier cru de la Maréchaux de Claude Laverchère de chez Barrault. Vous pourrez aller voir le site du domaine, il est vraiment bien fait. On voit aussi l'engagement, la viticulture, tout ce qui est pensé derrière, la réflexion sur les élevages et l'âge des vignes. Il y a plein de petits détails sur le site de Chef d'œuvre, on vous a mis ça bien sûr. Mais voilà, un domaine sur lequel vous pouvez compter dans le Mâconnais, sur lequel les plaisirs sont quand même assez nombreux et au rendez-vous. Et dans lequel évidemment il y a aussi des fois des cuvées encore un peu plus haut de gamme, mais le domaine a des très très belles cuvées sur Saint-Véran qu'on avait acheté chez Chef d'œuvre en 2020 d'ailleurs. Et puis bon là, Pouilly-Fussé qui enfonce le clou. Donc voilà, 22 premiers crus de Pouilly-Fussé, toute une histoire, une hiérarchie. Je vais répondre évidemment à Paul qui me posait la question sur les Pouilly-Fussé premiers crus, le potentiel de garde. Alors, je pense qu'il y a certains secteurs qui vieillissent, d'où les vins vieillissent mieux que d'autres. Je pense que certains secteurs de Fussé font des vins vraiment de grande garde, des ménétrières particulièrement. Moi, j'avais des très vieux millésimes des années 70 chez Taïwan, donc ça tenait très très fort. Je pense que sur les vins contemporains que l'on déguste aujourd'hui, merci Fabien, je note la physique en homme pour passer du Bordeaux au Chardonnay sans fait plaisir. Ok, non, je finis avec la question de Paul. Écoute, je pense qu'il faut 10 ans, 10-12 ans sur ces vins-là, c'est bien. Au niveau du... On verra, hein. Si les bouteilles sont conservées dans une cave bien froide, avec un super hygrométrie, ça pourra peut-être même tenir mieux. Dans le Mâconnais, on goûte, même sur pas forcément Pouilly-Fussé ou Saint-Véran, on peut déguster des vins des années 2000 qui sont encore aujourd'hui incroyables. Donc, mais je prendrais pas trop de risques si la cave n'est pas à 12 degrés avec 80% d'hygrométrie. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Donc voilà, 10-12 ans pour les premiers crus. Et je pense que la vraie fenêtre d'épanouissement et de richesse et de sensations tactiles et de complexité passe plutôt autour des 5-7 ans, un peu comme certains beaux villages de Côte-de-Beaune, voire certains premiers crus. Donc il faut comprendre, hein, les premiers crus, ça n'a pas été classé par hasard. C'est des vins qui ont une capacité à se minéraliser dans le temps, à faire des vins plus complexes, plus savoureux, plus rapides, et qui bien sûr tiennent un peu plus leurs promesses, puisque c'est ce pourquoi on les a classés. Et bien sûr, c'est un petit peu leur aptitude à s'améliorer dans le temps. Voilà. Promenade dans un verger avec cette bouteille de Pouilly-Fussé, Claude de Laverchère. Voilà donc pour le coffret découverte Bordeaux-Bourgogne, un Bordeaux. Donc je remets un petit mot sur le Clos Mon Plaisir. Vous avez peut-être reçu cette bouteille dans votre coffret. Bordeaux, pas de bois, que de la cuve. La famille Respect de Metteville, ils font des vins magnifiques sur les Érins, Saint-Margaux. Ils font un petit peu de Sauternes. Vous êtes tous bien sûr au courant qu'ils font cette magnifique propriété de Château Gillette ou de Château des Justices. Et puis ils ont cette vision un peu particulière du Bordeaux, de fruits, de densité, assez savoureux, assez concentré, à prix très doux, hein, ça peut faire une dizaine d'euros, donc pas de quoi évidemment refaire le monde, mais globalement ce qui est intéressant c'est le rapport prix-plaisir, la belle maturité de 2019, parce que c'est le millésime, qui est à Bordeaux, on peut dire ce qu'on veut, une sacrée année, et puis pas tout ailleurs bien entendu, mais à Bordeaux une grande année, et puis bien sûr une introduction à des plaisirs dans la région qui ne sont pas juste les 250 propriétés qui font rêver tout le monde sur la terre. Bordeaux, c'est pas les 250 crus classés que vous voyez dans les classements, c'est autre chose. Et je voulais bien sûr vous en parler. Alors, on va terminer cette présentation des coffrets de chef-d'œuvre avec les derniers vins de nos coffrets. Je vais vous dire un petit mot sur les terroirs de légende, et puis je vous parlerai un petit peu des absolument rouges de bouteilles, 3 bouteilles juste après. Mais sur les terroirs de légende, il y a eu 2 coffrets différents cette année, enfin ce mois-ci. On a mis, pour certains d'entre vous, un Beaucastel blanc 2020, pas mal. Vous avez une urnière en blanc bien entendu, pas la Roussanne vieille vigne, hein, ça tient pas dans le coffret, mais on aurait aimé, mais voilà. Et puis certains ont reçu un Chambol Musigny de chez Amieux Cervelle, et puis d'autres qui on se sont inscrits juste après ont reçu un Nu Saint-Georges à maturité, les Chéniaux de Bertrand Chevillon, magnifique bouteille qui a plus de 10 ans de maturité, et un Sancerre, les Chênes Marchands, grand terroir de la famille Pinard, qu'on adore, et puis surtout qui font partie de ces grands terroirs de Sancerre qui méritent aussi eux d'avoir une vision de grand vin de garde, de grand vin à long terme. Ça c'est vraiment important de noter, parce que Sancerre, on en fait évidemment aujourd'hui, grâce au parcellaire, toute une montagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une hiérarchie aussi, et que tous ces grands terroirs, notamment particulièrement ce terroir de Bué assez connu, il y a aussi une aptitude à s'améliorer dans le temps et à vieillir
Et on a fait une dégustation verticale il y a 2 ans avec les frères Pinard au domaine. Et quand je peux assurer que quand vous goûtez des 2009, des 2010, des 2012, c'est quand même dingue de voir aussi ces grands terroirs. Donc ce choix, il n'était pas complètement anodin. On l'a mis dans ce coffret pour bien sûr équilibrer avec le Nuit Saint-Georges Premier Cru qui était beaucoup plus cher, mais qui nous permettait aussi de vous offrir voilà, la possibilité de goûter d'autres choses. Donc voilà pour les 2 coffrets différents de terroirs de légende. Et puis ceux qui ont reçu ce coffret, 3 bouteilles avec les 3 bouteilles absolument rouges. Hein, donc je vais vous les ressortir. Donc là, il y a une petite nouveauté, je vais vous en parler dans quelques instants. Le domaine des Entrefaux à Crozes-Hermitage, un domaine qu'on a bien aimé avec Mathieu, qui fait partie de l'offre qualitative plus de Crozes, en dehors bien sûr de tout ce que vous connaissez déjà certainement dans l'appellation, comme Graillot, comme Plombier et comme d'autres. Hein. Donc il va falloir ouvrir la bouteille pour vous en parler un petit peu. Et puis dans ce coffret 3 bouteilles absolument rouges, on a mis évidemment aussi un très beau. Je reprends mon coffret, pardon, excusez-moi 2 secondes, voilà. On a mis ce château Sainte-Anne que j'ai déjà présenté dans le live du mois dernier. Je ne vais pas revenir dessus parce que évidemment sinon vous allez en passer des heures. Mais je vous invite à aller voir la vidéo, j'ai tout présenté, le domaine, le microclimat de la propriété, la classe aussi. Peut-être un petit peu moins puissant en tanin que le Bandol de Prado qu'on a dégusté tout à l'heure, mais ça c'est vraiment une autre très belle proposition. Et surtout, alors on s'est fait vraiment, Mathieu avait acheté des vieux millésimes du domaine, je peux vous assurer que les 2007, les 2001, les 2000, magnifique. Franchement, faut voir un petit peu comment les vins de Sainte-Anne vieillissent. Ça fait partie évidemment de ces propriétés qu'on a adorées et que Mathieu d'ailleurs est allé visiter. Voilà. Mathieu va beaucoup dans le vignoble, moi aussi, mais lui il s'occupe un petit peu de Bandol, etc. Et donc voilà. Alors, dernière petite introduction donc, pour terminer ce live avec ce Crozes-Hermitage domaine des Entrefaux. Propriété que j'avais déjà dégusté à l'aveugle dans quelques fois avec une viticulture engagée qui fait partie un petit peu de cette proposition souriante, très parfumée, un peu épicée, poivrée, des belles syrahs nord-rhodaniennes. Et on avait, nous, avec Mathieu, bien flashé sur ces vins de la famille Tardy qui, bien sûr, font partie de la belle proposition de Crozes. Alors, pourquoi ce vin? D'abord, on l'a dégusté à Rhône-en-Seine à Paris, ça a été un vrai coup de cœur, on a aimé, et puis le rapport prix-plaisir est forcément très intéressant, mais surtout après, la dimension sensuelle de 2020, qui pour moi, sur Crozes-Hermitage, renoue vraiment avec, et ça c'est important de le noter, renoue vraiment avec les équilibres du Rhône-Nord, comme on les a connus un petit peu peut-être en 2016, ou sur des millésimes un petit peu différents. Donc, les 2020 en vallée du Rhône septentrionale ne sont pas écrasés par le soleil. Je trouve qu'on retrouve vraiment la signature Rhône-Nord, qu'on avait peut-être perdu sur 2018, sur 2017 ou 2019, avec des maturité un peu plus corsées, un peu plus des chaleurs un peu plus poussées. 2020, je trouve que voilà, on renoue avec quelque chose de beaucoup plus septentrional. Et je pense que dans le temps, on s'en rendra compte. En tout cas, on avait perdu un peu ce fil conducteur, peut-être plus digeste, au travers des syrahs du millésime, des millésimes précédents. Alors, ça ne m'empêche pas qu'évidemment la couleur est dense, que ces syrahs sont parfumées, qu'elles sont évidemment encore en phase primaire, aromatique. Et là, vous allez pouvoir tomber dans le bouquet de violette, la cerise noire très corsée, le côté poivre sauvage qui va juste derrière pousser un petit peu ses fragrances. Mais la violette, elle est criante au nez, hein, c'est vrai partie de... Ça devrait être un cas d'école de Syrah, même ce genre de cuvée, pour comprendre un peu les fragrances de la Syrah, avant qu'elle parte sur le lard des fumées, qu'elle parte sur l'olive noire, qu'elle parte sur d'autres choses. Sur sa dimension juvénile, la Syrah, c'est beaucoup ça. Beaucoup de couleurs, beaucoup de parfums, beaucoup de générosité aromatique. Et mais vous allez voir surtout, et c'est là que c'est intéressant surtout, et je terminerai bien sûr avec ça, le côté suave et digeste de la proposition. Ça, c'est de la Syrah grappée, mûre, parfumée, assez suave. On n'est pas très loin de certaines cuvées de chez Laurent Combier en termes de style. Hein. Je pense que ceux qui aiment le domaine Combier aimeront bien sûr les vins de domaine des Entrefaux. Je pense qu'en termes de propositions sensorielles, on n'est pas très loin. Ça va dans une belle catégorie. Et c'est relativement intéressant, c'est gourmand. On peut s'autoriser un peu de fraîcheur sur la température de service. Bref, il y a pas mal de choses qui font les arguments de ce vin et qui me permettent de dire que on va pouvoir évidemment se régaler dès les premiers barbecues, dès les premières grillades, dès les premières viandes, un petit peu comme ça, snacker, aller chercher un petit peu de simplement. Alors quel plat? Quel plat? Moi, sur les syrahs un petit peu jeunes, comme ça, qui sont très parfumés comme ça,
il faut, je trouve, des viandes saisies avec un peu de persillage à l'intérieur. J'adore en fait, moi, je sais pas, bon, le Wagyu est une exception, mais j'aime bien aller chercher des bœufs qui ont un persillage ou une maturation assez haute dans la proposition. On a cette viande qui est beaucoup plus fondante, la protéine accueille très très bien cette dimension violette poivre tranquillement dans sa chair. Je trouve que le mariage est très très bon. Donc pour moi c'est ce côté un peu grillé, saisi de la viande avec ces sucs, puis cette réaction de Maillard hein, qui va donner beaucoup de parfum. Eh bien ça marche très très bien avec les jeunes Syrah. Après, si vous jouez un peu sur d'autres fragrances, vous allez chercher une betterave fumée, que vous allez chercher de l'olive noire, de la tapenade noire ou autre, ça fonctionnera, parce que la Syrah fonctionne très bien naturellement avec tout ça. Mais je pense que dans c'est un caractère juvénile, faut pas trop chercher de complexité dans les plats. Je pense que la simplicité, c'est l'ami de la proposition simple, facile à appréhender et surtout instantanée de cette proposition de Gros Hermitage. Et derrière ces messages, voilà, ça serait ça. Alors, vous pourrez bien sûr pousser la porte de la curiosité sur d'autres univers. Hein. Je pense que, encore une fois, si vous allez chercher un jus un peu corsé, une réduction, une sauce, des foies, des choses comme ça pourra marcher. Moi, je pense qu'un foie de veau poêlé, déglacé vinaigre, etc., avec des framboises sauvages, un truc un peu qui kick un peu, ça pourrait fonctionner. Moi, je pense que j'aime bien ce genre de composition, surtout quand on a une belle minette de poivre qui va relever un petit peu tout ça. Mais bon, sinon, c'est du vin pour le vin. Il faut essayer de boire ça pour le plaisir d'essence. Je pense que c'est une des plus belles promesses aussi du vin, c'est d'être partagé pour ce qu'il est. C'est une jolie boisson, assez généreuse, parfumée, et surtout, d'un point de vue sensoriel, assez sympa. Alors le chocolat, j'aime bien sûr, j'aime bien, et d'ailleurs les syrahs un petit peu intenses. Attention au sucre, faut baisser les sucres dans les chocolats, hein, faut pas des cacaos, alors faut des cacaos de grande signature. Avec Victoire Finesse, on avait fait d'ailleurs quelques propositions hein, dans une vidéo qui était assez intéressante. Victoire est une chocologue, spécialiste du chocolat. Alors, je vous invite à aller voir son compte d'ailleurs, c'est très, très intéressant, très gourmand. Elle ne parle que chocolat le matin, midi et soir. Et elle proposait évidemment sur certaines compositions, certaines origines et certains cacaos, des belles syrahs, un petit peu de cette tenue, avec le caractère très juteux, très, très juvénile de ces fragrances qui peuvent bien sûr fonctionner très bien en complémentarité aromatique, avec bien sûr le caractère, l'amertume très fine du cacao, cette dimension poudrée de la matière tannique, et puis surtout cette combinaison possible hein, entre évidemment les différents éléments. Voilà. Mais le chocolat, attention quand même, le sucre, faut quand même pas trop de sucre sur un rouge sec comme ça. Je trouve que souvent on tombe dans le piège. Alors bon, qu'on termine avec la soirée avec un petit carré de chocolat ou une belle ganache de pure origine magnifique, pourquoi pas. Mais attention aux chocolats qui ont beaucoup de sucre, où là finalement ça fonctionnera pas trop parce que il y a un peu d'acidité dans les crosses quand même. L'acidité c'est pas le meilleur ami de l'amertume, et donc quand les deux se rencontrent, ces fois ça se contrarie un petit peu, surtout quand on a affaire à un vin comme ça. Mon dernier conseil pour ce vin, jouer avec la température de service, 14-15 degrés pour aller chercher un petit peu plus d'intensité juteuse, mais surtout carafez-le. La Syrah, jeune, c'est réducteur, il faut faire attention. Donc moi j'aime bien cette dimension de la carafe qui va apporter tous les parfums, toutes les fragrances jeunes. Et puis bien sûr, si vous gardez cette bouteille en cave, n'ayez crainte, elle sera merveilleuse après 2, 3, 4 ans de bouteille, elle sera superbe parce que c'est là qu'évidemment on aura quitté ce caractère, on va dire presque voilà, enfantin, très parfumé de cette Syrah très, voilà, très, très envoûtante. Vous noterez que au domaine, on fait les choses relativement sincèrement. En termes de viticulture, le bouchon n'est pas un bouchon de vin de garde. Hein. Clairement, c'est pas, ça vieillira 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais il faut pas, ne gardez pas cette bouteille-là comme un Hermitage de chez Chave. Ça sert à rien, puisque évidemment, c'est pas son pédigré, c'est pas sa promesse. Et c'est toujours intéressant, bien sûr, de ne pas mettre, ça c'est mon dernier conseil avant de terminer ce live, n'espérez pas trop de miracles sur ce genre de cuvée-là au vieillissement. Des fois, il y a des bonnes surprises, mais en fait, ils sont pas nés pour ça. Voilà. Donc l'instantanéité, c'est une des promesses de Gros Hermitage. Sur certains terroirs, on peut aller beaucoup plus loin, surtout quand on vinifie aussi en vendange entière, où on fait des vins différents. Donc là, on va jouer évidemment cette partition relativement gourmande et parfumée de la Syrah, et bien sûr, il faut la comprendre un petit peu telle qu'elle.
Voilà, écoutez, ce live des coffrets est maintenant quasi terminé. Il est temps pour moi d'enchaîner directement derrière avec évidemment le masterclass autour des vins d'Emmanuel Reynaud. On va déguster des pignons, des Fonsallettes, des Rayas, des Châteaux des Tours, des vins de Pays du Vaucluse. On va déguster aussi une 2 bouteilles à l'aveugle, histoire de troubler un petit peu tout ça. Je voulais partager évidemment ce moment sympathique, ce petit live avec vous pour vous dire que ça fait plaisir de vous retrouver d'abord, qu'on a fait cette vidéo un petit peu tard, mais c'était pour la bonne cause. J'avais évidemment pas mal de choses à faire jusque-là. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu également découvrir ces coups de cœur, que vous avez bien compris les différents instants de consommation, les vins de spontanéité, de demi-garde, voire de garde. Peut-être que ça vous a ouvert évidemment l'envie de découvrir, pour ceux qui nous rejoignent, les coffrets de chef-d'œuvre. Voilà, les coffrets de chef-d'œuvre, c'est du partage, de l'émotion, quelques messages derrière, et puis peut-être aussi, surtout des fois, quelques suggestions pour s'en régaler à table, en famille, en amis, un petit peu avec tous évidemment ces moments que le vin propose. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt pour le prochain live. Ça sera certainement, le prochain live, ça sera au mois d'avril. On est en train de regarder. Je pense que ça sera autour du 19, mais on vous confirme ça bien entendu. Et bien sûr, pour ceux qui ont envie évidemment de vivre l'expérience chef-d'œuvre en live, en présentiel, bien sachez qu'on a repris beaucoup de soirées, de masterclass, de plein de choses. Donc on aura certainement l'occasion de se recroiser autour d'un verre. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et vous dis à bientôt. Ciao.